Madame Hélène Brisset, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes aujourd'hui DSI des ministères sociaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ce poste consiste ? Alors, qu'est-ce que les ministères sociaux ? Vaste question. Les ministères sociaux, aujourd'hui, c'est 3 ministères et demi. Ça couvre à la fois le champ santé, solidarité, travail, jeunesse et sport. Et donc le demi, c'est parce que jeunesse est partagé aujourd'hui avec le ministère de l'Éducation nationale. Donc c'est un périmètre assez considérable qui couvre 3 réseaux territoriaux, les agences régionales de santé, les directions régionales et départementales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, et les directs en charge de la concurrence du travail et de l'emploi. Donc effectivement, c'est effectivement un périmètre assez large. C'est un ministère interministériel. C'est alors en soi quelque chose d'assez intéressant. Sur donc les différents services avec lesquels vous travaillez, comment cela fonctionne ? Est-ce que vous êtes finalement un fournisseur pour des clients ou un autre type d'organisation ? Nous travaillons avec 23 directions métiers principales, donc avec des cultures et des attentes et des enjeux métiers qui sont assez différents. Donc on a plusieurs modes d'action. Ce qu'on privilégie fortement, c'est un mode partenarial d'appui conseil à la transformation et ensuite de réalisation en appui des politiques publiques. Mais il y a à peu près toutes les gammes d'intervention des DSI classiques, de je fournis un PC, un smartphone, à on construit le code du travail numérique. D'accord. Alors, vous avez parlé donc effectivement des différents réseaux avec lesquels vous travaillez. Alors, on pense bien évidemment aux ARS, aux hôpitaux, aux établissements divers de la jeunesse et des sports, la sécurité. Alors, on va déjà commencer par cela. Quelle est votre responsabilité vis-à-vis du système d'information de ces établissements-là ? Alors, ça dépend ce que vous entendez par établissement. Notre rôle porte principalement sur les services de l'État, donc en administration centrale, les trois ministères, santé, solidarité, travail et sport, plus la JEPVA pour la jeunesse, et les 3 réseaux territoriaux que je vous ai cités, où on a responsabilité de faire tourner le système d'information et d'accompagner les directions dans la conception, réalisation et exploitation de leurs applications et de leurs produits numériques. Pour les opérateurs, la situation est un petit peu différente puisque ce ne sont pas des entités de l'État au sens propre. Souvent, ils ont leur propre direction des systèmes d'information. Donc il peut y avoir des partenariats avec certaines entités, mais ce n'est pas dans mon champ de responsabilité direct qui est vraiment ciblé sur déjà le tout petit périmètre des ministères sociaux et des 3 réseaux. D'accord. Et donc du coup avec des organisations qui sont alors encore plus éloignées, alors typiquement la sécurité sociale, la GIRC-ARCO, Sésame Vital, tout ce qui est DMP, etc. Là du coup vous avez encore moins de responsabilités. En fait, c'est pareil, ce sont des systèmes d'information qui sont portés par les opérateurs. Donc il y a une coordination d'ensemble qui est portée par le ministère de la Santé et des Solidarités, via la délégation numérique en santé, et via également la DSS, la Direction de la Sécurité sociale. On peut intervenir en conseil, en appui, mais on ne porte pas en direct ces projets qui sont plutôt portés par la Caisse nationale d'assurance maladie. D'accord. Et alors, du coup... Mais il y a une attention portée par le ministère à la cohérence d'ensemble des actions, et c'est le rôle de la délégation numérique en santé, avec laquelle on travaille au quotidien. D'accord. Alors, en tant que DSI déjà un petit peu interministériel, comme vous l'avez dit, comment ça se passe avec la vraie DSI interministérielle, la DSI groupe de l'État, la fameuse DINUM, qui était l'ancienne DINSIC. Comment vous fonctionnez dans la logique SI unique ? On fonctionne en complémentarité. Alors déjà, les sujets interministériels sont des sujets qui me tiennent particulièrement à cœur pour de nombreuses raisons, mais j'ai activement participé. On a porté sur des fonds baptismaux plusieurs projets interministériels, dont le réseau interministériel de l'État. Donc je suis assez attachée à la dynamique interministérielle. Donc on s'inscrit complètement dans le collectif de travail interministériel avec la DINUM, mais aussi avec mes collègues DSI ou DNUM. Il y a besoin d'un lien de proximité au sein des ministères et d'une compréhension des métiers. Donc c'est le rôle des DSI et des DNUM ministériels d'être en proximité immédiate des métiers, de la Direction générale du travail, de la Direction générale de la santé, de la Direction générale de la cohésion sociale, pour comprendre les besoins, savoir les traduire et savoir les incarner ensuite dans des réalisations opérationnelles. Et ça, l'interministériel ne peut pas le faire. Par contre,
On est ravis d'utiliser le RIE, on est ravis d'utiliser France Connect, on est ravis d'utiliser des marches simplifiées, et on souhaite qu'il y ait de plus en plus d'outils interministériels communs et que les directions ministérielles puissent se centrer sur la transfo des politiques publiques. Et qu'on ne fasse pas 12 fois la même chose, 12 messageries, 12 espaces collaboratifs, ça n'a pas vraiment de sens. Oui, ce qui est effectivement le premier problème qui était censé être réglé par l'émergence de la DINSIC et puis maintenant, aujourd'hui, de la DINUM. Alors, justement, puisqu'on parle de la DINUM au niveau État-groupe, aujourd'hui, les différentes DSI ministérielles sont incitées à justement se transformer elles-mêmes en DINUM ministérielle, en direction de du numérique de chaque ministère. Est-ce que c'est pas simplement encore, on va dire, un petit changement de vocabulaire? Ça pourrait être un changement de vocabulaire, comme on a eu les NTIC, comme on a eu le SI. Là, on change, on oublie les I, on passe à autre chose. Mais c'est beaucoup plus que ça. Parce que jusqu'ici, les systèmes d'information intéressaient peu les métiers. C'était un truc de technicien pour les techniciens et perçu comme un métier un peu de soutien. Or, avec les enjeux portés par la transformation numérique, la transformation au DINUM et des dispositifs de conseil d'appui à la transfo change complètement le lien avec les métiers et la valeur ajoutée portée par les équipes SI et numérique. Donc, oui, il y a une communication nouvelle autour de nos métiers, mais c'est surtout une opportunité d'agir autrement au plus près des métiers. C'est quelque chose auquel je crois beaucoup. On est en train de se transformer nous-mêmes, bien sûr, en direction du numérique, avec un texte qui doit sortir dans quelques jours. Il y a 3 volets principaux dans notre transformation en direction du numérique. Un premier volet dont on a déjà parlé sur l'appui conseil à la transformation, l'aider à concevoir des outils numériques, à voir comment les mobiliser pour mieux réaliser les politiques publiques, à valoriser les données, à simplifier, à dématérialiser ce qu'on utilise, les logiques de type MVP, produit minimum viable, pour aider à trouver des démarches pragmatiques pour résoudre des problèmes dans le champ numérique, mais pas que. Donc c'est un exercice pragmatique de lâcher prise au profit des directions de politique publique. On a un deuxième levier qui est très structurant, et le cas échéant, si vous avez quelques minutes avant que j'enchaîne, on peut vous montrer notre incubateur de services numériques, qui est juste au-dessus dans le bâtiment, et qui est un des incubateurs les plus actifs, qui porte non seulement des startups issues des terrains et des appels à aider, mais aussi des grandes startups de politique publique. Et ça met l'ensemble du ministère dans une dynamique de réalisation et de partenariat entre les directions de politique publique et la DSI des NUM. Et le troisième volet, puisqu'on travaille pour nos usagers bien sûr, on travaille aussi pour les agents du ministère, avec un environnement de travail numérique qui va être vraiment monté en gamme pour permettre aux agents de travailler en mobilité où qu'ils se trouvent. C'est particulièrement d'actualité ces jours-ci. Et équipe qui regroupe non seulement la partie bureautique classique, c'est-à-dire ordinateur, smartphone, qui est très standard, mais aussi tous les outils collaboratifs pour faire évoluer assez substantiellement et gagner en ergonomie et en mobilité. Voilà, donc trois sujets principaux sur lesquels on est mobilisé. Donc oui, il y a un effet et c'est important de valoriser nos métiers, de montrer combien ils sont utiles, surtout vu les évolutions très fortes des usages et des technos. Mais c'est un vrai rapprochement des métiers, ça c'est le plus important. D'accord. Alors, maintenant, on va peut-être revenir un petit peu sur les fondamentaux un peu plus technologiques. Quel est aujourd'hui, on va dire, ou quels sont plus exactement les grands principes d'architecture des différents modules de systèmes d'information qui sont dans votre périmètre? Je ne sais pas trop comment répondre à votre question en fait, parce qu'il y a... Il y a des principes, alors c'est vraiment revenir aux fondamentaux. C'est vrai fondamentaux, oui, voilà. On peut revenir au modèle OSI d'un côté, et de l'autre au modèle d'API, c'est-à-dire d'essayer de trouver je reviens au commencement, d'avoir des codes ouverts, les plus ouverts possible, d'avoir des interfaces entre applications, et de prévoir à chaque fois que possible des API. Voilà, c'est vraiment dans ce sens-là qu'on développe, mais je pense on s'inscrit complètement dans
dans le collectif de travail, en tout cas dans les bonnes pratiques de l'instant, mais qu'on souhaite pousser. On a insisté beaucoup aussi pour retrouver une capacité à développer en interne, à produire du code, à maîtriser le code, ce qui était moins présent et moins dans la tendance générale ces dernières années. Voilà. Mais c'est vraiment une dynamique dans laquelle on s'inscrit, d'avoir des codes publiés, réutilisables, et d'avoir la bonne modularité et APIfication entre applis. Je ne sais pas si c'était ça votre question. Alors, ça allait l'être, mais donc ça, effectivement, c'est des grands principes d'architecture qui sont de bonnes pratiques. Et concrètement, aujourd'hui, ça se traduit comment ? Je présume que vous avez encore beaucoup de systèmes d'information qui sont, on va dire, legacy. Donc, comment ça se résume aujourd'hui, au-delà de cet idéal que vous nous avez présenté, quelle est la réalité du concret aujourd'hui? C'est pas un idéal hors sol et désincarné. Hein. Voilà. C'est vraiment ce qu'on fait pour de vrai. On a, alors, périmètre ministériel très riche qui a été modifié assez substantiellement dans le temps avec des rapprochements de périmètres, avec beaucoup de mouvements, et ça se traduit nécessairement dans les choix technologiques qui ont été faits à un moment donné et dans la complexité du système d'information. Donc nous avons un système d'information très riche qui traduit à peu près tous les choix technologiques de ces 25 dernières années. Nous avons des applications et des produits numériques très modernes, performants, à la pointe. Et nous avons quelques applications plus millésimées qui ont rendu de fiers services et qu'on essaie de faire évoluer. Voilà. Donc on a une vraie hétérogénéité en termes d'architecture, en termes de technologie, qui est liée à ce qui arrive dans les grands groupes également, quand il y a des rapprochements entre périmètres. Voilà. Plein de cultures au sein des ministères sociaux, donc plein d'applicatifs et de SI différents qui cohabitent. D'accord. Voilà, il n'y a pas un modèle unique en disant le modèle du ministère c'est celui-là, et on pousse vraiment dans le sens que je vous ai indiqué d'APIfication, de modularité. D'accord. Donc ce qui est effectivement, il y a quand même toujours une différence entre l'idéal et la réalité, malheureusement. Bien sûr, mais c'est l'idéal qui permet de transformer et de mettre en mouvement, et même toutes les réalisations actuelles sont faites dans cet état d'esprit-là. D'accord. Alors, on va avancer également sur une autre problématique qui, évidemment, lorsque l'on parle de social et de santé, on va parler évidemment de données très sensibles, très personnelles. En matière de sécurité de l'IT de santé, aujourd'hui, est-ce que cette question est entre vos mains? Est-ce que c'est géré par quelqu'un d'autre? Ou est-ce que déjà il y a une politique commune de sécurité, ou est-ce que c'est à chaque entité qui fait un petit peu son... Alors, il y a une politique commune et il y a aussi une politique ministérielle pour la sécurité des systèmes d'information. On s'inscrit tous dans un double cadre, qui est le cadre du référentiel général de sécurité et surtout la prise en compte des sujets cyber dans l'ensemble de nos domaines, et des sujets RGPD. On essaie de faire une démarche commune pour dire on protège nos applis et nos systèmes d'information, on protège nos données dans une démarche globale de sécurité des systèmes et sécurité des données. Je suis un peu gênée par votre question, donc qui est responsable ? Pour moi, un des points importants portés par le RGPD, c'est que chacun était responsable, avec des sujets de co-traitance et de responsabilité partagée, et la vigilance de tous pour que les données soient effectivement protégées. Donc oui, bien sûr, on porte notre part de responsabilité sur la conception des applications, sur la protection des données, mais c'est vraiment l'affaire, pas l'affaire de tous, mais pas loin, l'affaire d'un collectif et des usagers, des DAC, des personnes qui travaillent sur les applications pour que les données soient effectivement protégées. Donc, bien sûr, la DSI des NUM joue un rôle important, mais si on dit la sécurité des données, c'est l'affaire des DSI et des DNUM, pour moi, on passe à côté du sujet. D'accord. Alors effectivement, cette approche, vous avez raison, est liée à l'approche RGPD, mais c'est aussi une vraie approche de bonne pratique. Voilà. On a, peut-être pour compléter ma réponse, on anime très régulièrement, on l'a tenu la semaine dernière, mais on tient à avoir au moins un rendez-vous semestriel avec l'ensemble de nos directions partenaires sur la maîtrise des risques numériques.
Donc c'est un comité qui est porté par la secrétaire générale ou son adjoint, qui montre voilà où on en est sur l'ensemble du plan de sécurisation ministérielle, qu'on partage avec nos directions partenaires. Et ce partage-là est important parce que oui, il y a des actions d'infrastructure ou des actions communes qu'on porte, mais il y a aussi besoin de cartographier les données, d'en mesurer la sensibilité et de trouver la juste mesure de protection en fonction de leur sensibilité. Donc il y a vraiment besoin d'une prise en compte collective avec des responsabilités complémentaires. D'accord. Alors, justement, sur tout cet aspect de sécurité, et surtout de manière partagée, est-ce que, par exemple, vous êtes amené à, on va dire, contrôler, d'une manière ou d'une autre, la sécurité, par exemple, des hôpitaux ? Pas directement, puisque les systèmes d'information hospitaliers ne sont pas sous la responsabilité de la DSI du ministère. On peut intervenir par contre via on a un RSSI qui est dans la chaîne de sécurité et qui travaille en partenariat très étroit avec le fonctionnaire de la sécurité des systèmes d'information. Donc on peut intervenir en conseil, en appui, mais c'est pas notre champ d'intervention principal. D'accord. Bon, ce qui est effectivement logique par rapport à ce que vous nous expliquiez au tout début. Exactement. Alors, actuellement, donc, vous êtes en train de transformer, on l'a dit, votre système d'information pour qu'il se rapproche au maximum de cet idéal. Quels sont les grands projets IT que vous portez actuellement ? Alors, je pense qu'on peut commencer par citer le Code du travail numérique, qui va être inauguré en tout début d'année par la ministre du Travail, qui est un produit en ligne qui permet aux utilisateurs de poser la question du droit du travail qui leur est immédiatement applicable. Donc, pas le droit théorique, mais le droit qui est applicable dans leur situation. Donc, si vous êtes boulanger et que vous souhaitez recruter quelqu'un, quelles sont les modalités applicables ? Si vous êtes employé d'un salon de coiffure, quel est votre préavis à poser ? Enfin, des questions très concrètes et qui participent de la lisibilité et de l'égalité d'accès au droit. Donc ça suppose d'avoir des technologies assez avancées de machine learning, d'IA, de compréhension du langage naturel, pour comprendre la question qui est posée en français courant, avec tous les niveaux linguistiques envisageables, de comprendre la question, de trouver quelles sont les clauses applicables, et de retranscrire la réponse de la manière la plus compréhensible possible. Donc ça, c'est un des principaux développements qui sont en cours, qui est porté par l'incubateur de services numériques, donc la fabrique numérique des ministères, qui est rattaché à la direction. On a porté le simulateur des droits le simulateur du score égalité professionnelle, donc l'égalité salariale des femmes et des hommes, qui a été un développement porté vraiment en quelques semaines et qui a ouvert au mois de novembre pour les entreprises de 50 à 250. On a également un travail très, très substantiel en cours sur l'outil qui permet aux 115 de trouver des places d'hébergement pour les sans domicile fixe ou les personnes qui sont fragilitées et qui ont besoin d'un hébergement d'urgence. On porte les subventions pour les associations avec la GEPA. On porte le recensement des équipements sportifs qui sont publiés en open data pour permettre aussi aux collectivités locales de compléter, aux utilisateurs de savoir où se trouve le terrain de foot, le parcours de santé le plus proche. Donc il y a une vraie diversité des champs d'action et une montée en puissance aussi du travail autour des data. Puis une grosse évolution de l'environnement de travail numérique. Enfin, voilà, on est sur pas mal de sujets complémentaires. Et au-delà des grands projets, du coup, est-ce que vous avez, par ailleurs, de manière plus générale, stratégique peut-être, de grands défis à relever ? Le défi principal, c'est vraiment de porter, d'accompagner la transformation numérique des ministères, politiques qui ont un impact immédiat sur notre vie quotidienne et la vie quotidienne de nos concitoyens. Donc c'est attraper le virage numérique et accompagner sa diffusion dans le champ des ministères sociaux. C'est le sujet principal. Après, on le décline thématique par thématique, métier par métier, y compris sur l'environnement de travail des agents, mais le fond du sujet aujourd'hui, c'est ça. Très bien. Mais écoutez, Madame Brisset, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup.